Chine par une pharmacienne engagée, passionnée par la formation continue. Donc, je passe la parole à Dr Aïcha Zahi, pharmacienne d'officine à Rabat, présidente de l'Association marocaine de la valorisation de l'acte officinal. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Vraiment, je vous remercie. Je remercie justement toute l'équipe pour beaucoup de choses, pour la présentation, pour l'organisation, pour l'accueil. Vraiment, je suis ravie. Donc, ma présentation, ça va être, bon, normalement, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites par mon ami Amel, mais je vais quand même reprendre des choses à chaque fois. Donc, alors, la place de l'équipe officinale dans le suivi. Ah, parfait, merci. Donc, comme ça, pour avancer, je fais ça. Non? Ah non. Oui. Alors, bon, l'officine, normalement, bon, il y a le pharmacien, mais il y a l'équipe officinale, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère. Normalement, l'équipe officinale, elle joue un rôle très important pour le suivi des patients. Donc, d'abord, la prévention, pour moi, c'est quelque chose de très important. À titre préventif, donc, les maladies chroniques, comme ce qu'on fait jusqu'à présent, donc ça fait déjà presque 10 ans qu'on fait le dépistage du diabète type 2, à l'occasion justement de la journée mondiale du diabète. Alors, l'éducation thérapeutique, donc c'est pour arranger avec le patient sa maladie chronique, comment il doit prendre son médicament, et surtout lui expliquer sa maladie, que ce soit le diabète ou l'hypertension, tout. À chaque fois que j'explique la maladie au patient, il prend ça vraiment très bien et il essaye de m'écouter. Alors, évidemment, le diabète de type 2, comme l'a bien expliqué, c'est une maladie chronique qui touche de plus en plus de personnes. Et donc, si je peux vous donner les pourcentages qu'on a eu dernièrement dans le dépistage, donc en 2024, on a eu 19,7% des personnes en prédiabète et 13,5% de diabétiques. Et dans les deux cas, que ce soit les prédiabétiques ou les diabétiques, ils s'ignorent. Ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient diabétiques. Et surtout, c'était très difficile pour leur dire, vous avez le prédiabète ou vous avez le diabète, allez-y voir un médecin. C'était très difficile. Donc le pourcentage dont a parlé le professeur Amel tout à l'heure, les 63 qui ne font pas justement le dépistage, c'est vrai. Et dans les 63%, on n'a pas pris évidemment le tout venant, on a pris que les personnes à risque, avec justement tout ce dont elle a parlé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a par exemple l'hypertension, bon, les 8 systèmes selon l'OMS. Alors, les complications du diabète type 2, elle en a parlé, mais je vais quand même les redire. Pourquoi justement il y a beaucoup de complications de type dans le type 2? C'est parce qu'il est silencieux. Il met 10 ans, voire 15 ans, avant de donner des symptômes. Donc il est là, il fait du travail, du mauvais travail, beaucoup de complications. En fait, ce n'est pas celle-là que j'avais donnée. Ce n'était pas celle-là. J'ai donné une autre présentation. Ce n'était pas celle-là. Non, je l'ai envoyé tout à l'heure, je l'ai envoyé. Vas-y. Non, c'est pas chronutrition directe. Non, c'est pas celle-là. Non, j'ai envoyé la présentation. Enfin, les complications, elle en a déjà parlé, donc des complications qui sont au niveau neurologique, au niveau rénal, au niveau cardiovasculaire. Et tout ça, pourquoi? Parce que quand il y a le glucose qui est en quantité importante dans la circulation du sang, il faut bien qu'il aille quelque part. Et il va aller où? Il va aller justement se fixer sur des protéines qui vont bloquer soit la circulation, c'est au niveau vaisseau,
C'est pour ça que justement, il y a beaucoup de problèmes. Les premiers qui sont au niveau des yeux et après au niveau rénal et les maladies cardiovasculaires. Alors, vous l'avez trouvé parce que moi je l'ai... Attendez. Ah, non, toi tu lui as envoyé. Non, j'ai envoyé une autre que j'avais bien finalisée. Bon, je vais compléter ça par rapport à ce que j'ai sur mon téléphone. Alors, normalement, quand on reçoit un diabétique, on doit bien l'accueillir pour lui donner évidemment la possibilité d'être à l'aise. Et puis, on va lui expliquer la maladie. Comme elle a dit tout à l'heure, il faut lui dire, vous avez le diabète, c'est quoi le diabète? Ça veut dire que vous avez beaucoup de glucose dans la circulation du sang. عندك سكر بزاف في الدورة الدموية. ولكن علاش عندك بزاف ديال السكر في الدورة الدموية؟ parce que سوارت كاينين هما الانسولين ولكن البيبان ديالهم ما كيتصاوبوش مزيان. Mais pourquoi justement il y a cette résistance à l'insuline? Pourquoi? D'après vous? Pourquoi justement la cellule elle a créé une résistance et elle veut pas donner la bonne porte pour que la clé puisse fonctionner, pour que l'insuline. C'est l'obésité. L'obésité c'est quoi? Ça veut dire que la cellule, elle a tout ce qu'il faut comme énergie. Donc, elle se dit, j'ai pas besoin qu'on me fasse rentrer du glucose. Donc, les gens qui ont une obésité, ils ont ce problème. Quand tu as par exemple quelqu'un qui a déjà eu dans la famille, c'est-à-dire que c'est héréditaire. Il y a eu déjà une perturbation de la clé. Donc, c'est ça ce qui est important. Est-ce que maintenant, l'insuline, c'est-à-dire toutes les cellules de l'organisme ont besoin de l'insuline? À votre avis? Non. Alors, quels sont les tissus qui ont besoin d'insuline pour faire rentrer le sucre? Le foie, en premier lieu. Deuxièmement, les muscles. Troisièmement, parce que si on sait que, par exemple, on a le rein, par exemple, ou alors les globules rouges, ou alors le cerveau, il n'a pas besoin d'insuline pour faire rentrer du glucose. C'est pour ça que justement, le diabète, le diabète type 2 met beaucoup de temps. Si c'était dans toutes les cellules de l'organisme qui ont besoin d'insuline pour faire rentrer le glucose, on va sentir, on va avoir les symptômes. Mais il y a des tissus qui n'ont pas besoin d'insuline. Ils font rentrer du glucose comme ça, principalement les globules rouges. C'est comme ça qu'on a la circulation qui va nous apporter de l'oxygène. Vas-y. Donc on a dit on va bien recevoir le patient, on va bien lui expliquer le médicament, est-ce qu'il va le prendre avant le repas ou après le repas ou pendant le repas. Donc c'est important de lui expliquer ceci. On va également lui dire c'est un traitement, parce que vous avez le diabète, donc c'est un traitement à vie, vous allez le prendre tout le temps. Il ne faut pas dire maintenant vous avez votre glycémie qui est normale, votre l'hémoglobine glyquée est normale, donc vous allez penser que c'est soigné, c'est ça. Non, vous allez continuer à prendre, il faut le convaincre, il faut lui dire tous les médicaments que vous prenez pour le moment, c'est juste pour équilibrer votre maladie. Ils n'ont pas du tout pour soigner. Tous les antidiabétiques qui sont en médicaments, ce n'est pas du tout pour soigner le diabète. Mais tant que vous le prenez, vous aurez votre équilibre. Donc il faut... et puis lui dire, il faut absolument de temps en temps mesurer votre glycémie. Comment on l'a mesurée? Il faut lui dire, voilà. Pour mesurer la glycémie, ce ne sera pas sur ces deux, mais ça va être sur ces trois-là. À quel niveau? Niveau à gauche et à droite. Se laver les mains avec de l'eau, du savon, bien rincé.
mais pas avec, parce qu'il y en a qui mettent de l'alcool, pas d'alcool. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de crème. Il faut lui dire comment prendre sa glycémie. Et puis lui donner les valeurs. Les valeurs à jeun, comme il l'a dit. Alors à jeun, c'est quoi? C'est ماشي يتعشى مع 12 الليل ومع 7 الصباح غادي يجي ياخذ la glycémie. Il faut lui dire minimum 10 à 12 heures pour prendre la glycémie à jeun. Il faut lui donner les valeurs. Elle les a déjà données tout à l'heure. Il faut aussi donner le bon lecteur de glycémie. Mais comment se baser pour donner le bon lecteur de glycémie? Eh bien, tout simplement en prenant un lecteur, il faut lire ce qu'il y a dedans. Alors, ah oui, c'est bon, ça c'est bon, merci. Ok, donc هنا باش نزيد. هكا. Voilà. Donc ça c'était les complications, elle en a déjà parlé. Donc le climat de confiance explique la maladie, donc c'est important. Alors voilà, donc ce sont les valeurs, l'interprétation des résultats, la glycémie à jeun. Et voilà, ça c'est important. Et puis quand on pique et on a la première goutte, il faut l'enlever et donner la deuxième goutte. Il ne faut jamais appuyer à ce niveau-là. Il faut absolument faire un mouvement comme ça, du bas jusqu'au haut. Et après, quand on a la goutte, on mesure et on va voir ce que c'est. Alors, je vais vous donner quand même quelques notions sur comment choisir le lecteur de glycémie. C'est très important. Il se base sur 3 éléments. Premier élément, ce sont les enzymes qui sont contenues. Parce que dans n'importe quelle bandelette, il y a 2 parties. La première partie contient des enzymes. La deuxième, elle vérifie l'hématocrite. Donc, le type d'enzyme, je vais vous en parler tout de suite, quels sont les types d'enzymes qui sont spécifiques pour faire la lecture de la glycémie. Il faudrait absolument qu'il y ait ce type d'enzyme, parce qu'il y a des lecteurs de glycémie qui ne sont pas du tout chers, mais qui ne contiennent pas des enzymes qui sont spécifiques, qui contiennent des enzymes qui peuvent métaboliser toutes sortes de produits, que ce soit maltose, que ce soit même de la vitamine C, mais tant que, à chaque fois qu'il y a une dégradation de ces enzymes-là, ça va libérer des électrons. Et le nombre d'électrons qui est libéré, c'est ce qui va donner l'évaluation de la glycémie. Donc, si j'ai une enzyme qui est spécifique du glucose, donc j'aurai la partie, vraiment l'évaluation qui est bonne. Si j'ai une qui va dégrader toutes sortes de produits, donc ça ne va pas être vrai. Le choix. Donc vous voyez, ça se base normalement aux 4 points, mais le plus important c'est les 3. C'est le type d'enzyme, le pourcentage d'hématocrite et la fiabilité vis-à-vis de laboratoire. Je vais expliquer les deux parties. Donc les types d'enzymes, voici. Donc la technique, je viens de l'expliquer. Vous avez les GOD, c'est le glucose oxydase. Elle n'est pas spécifique. Pour dégrader, il faut absolument qu'elle soit en milieu oxygène, c'est-à-dire si par exemple une personne qui a l'asthme et que vous lui donnez un lecteur de glycémie qui contient que la GOD, eh ben, elle ne pourra pas avoir des vraies valeurs. Les vrais, normalement, c'est les GDH-FAD. Donc, retenez ça pour lire justement le prospectus qui est dans le lecteur de glycémie pour bien conseiller le bon lecteur. Voilà, j'ai donné les types d'enzymes. Maintenant, je passe à l'hématocrite. L'hématocrite, c'est quoi? Normalement, c'est une valeur qui mentionne le pourcentage de globules rouges dans le sang. Donc, plus j'ai un hématocrite qui est élevé, ça veut dire que j'ai beaucoup de globules rouges. Parce que quand on prend la glycémie veineuse, parce que nous, on va prendre la glycémie par le lecteur de glycémie par la voie capillaire, donc le sang global. Par contre, quand on la prend d'une manière veineuse, au niveau du laboratoire, on fait une centrifugeuse et on va prendre le plasma. C'est dans le plasma qu'on fait le calcul de la glycémie. Or, dans le lecteur de glycémie, on l'a fait dans tout le sang.
C'est pour ça qu'il faut l'enzyme qui va dégrader le glucose et à côté, quelque chose qui va faire attention au nombre de globules rouges qui sont contenus. Autrement dit, l'hématocrite. Donc, plus l'hématocrite est élevé, on risque d'avoir des résultats sous-estimés. Pourquoi? Parce que s'il est élevé, il va me donner un tout petit peu du plasma. Donc, je vais lire un résultat qui n'est pas juste, sous-estimé. Si maintenant, le contraire, s'il est bas, je vais avoir un résultat surestimé. Donc, vous avez des lecteurs de glycémie qui mentionnent le taux. Il est soit entre 20 et 60%, et vous avez même des lecteurs qui sont entre 1 et 70%. Et j'ai marqué un tableau où il y a l'ensemble des glucomètres que j'ai cherché et j'ai trouvé tous ces renseignements-là, et je vais vous les donner parce que c'est en dernier lieu. Donc, et puis après, l'ISO, c'est-à-dire, normalement, on va trouver, est-ce que c'est un lecteur de glycémie qui a ISO 15197 ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend une glycémie par la voie capillaire et on va la vérifier par la voie veineuse, il ne faut pas qu'il y ait une différence qui dépasse 15%. Si elle dépasse 15%, ils n'auront pas la valeur ISO 15197. Si c'est inférieur, ils vont l'avoir. Et voilà l'ensemble des lecteurs de glycémie. Il y a le freestyle, bon, qui n'est pas enregistré. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent par la voie sur les réseaux sociaux. Mais je vous ai marqué les deux freestyles qui sont bons, ou qui contiennent la GTHFAD, oui. Donc on peut les conseiller. Il y a l'autre qui est pro, on ne peut pas le conseiller. Et puis vous avez les autres. Et j'ai marqué ce que j'ai trouvé justement sur l'hématocrite. Vous avez par exemple Bionim entre 15 et 60%, vous avez le contour entre 0,70, vous avez ici le Diab Control qui est entre 1,70. Donc ça, c'est important parce que ça va tenir compte dans le cas d'une personne qui a le diabète et qui est anémique. Alors, je passe maintenant à la suite, c'est-à-dire on doit faire quand même une étape de la prévention. Quand il y a un diabétique qui vient, et surtout on a justement les gens qui ont des maladies chroniques, ils sont très fidèles à la pharmacie. Donc quand ils viennent, ils vont se plaindre, ah, j'ai un petit peu problème au niveau des pieds, et bien il faut au moins une fois par trimestre, pour un diabétique, il faut de temps en temps lui dire, je voudrais bien voir les pieds. Et je vous ai marqué une photo, j'ai mis là une photo où vous avez le cas d'un pied du diabétique, s'il a un problème à ce niveau-là, donc vous allez lui dire, il faut absolument l'envoyer chez le médecin, quand il y a un truc comme ça. Pour éviter, dont a parlé justement professeur Hamel, pour éviter que la personne perde un petit peu son pied, il vaut mieux faire la prévention. Il faut absolument aussi dire aux patients quels sont les symptômes de l'hypoglycémie, quels sont les symptômes de l'hyperglycémie. C'est important, elle en a parlé, mais je vais quand même redire ça. C'est-à-dire si la personne, c'est-à-dire le diabétique est là, vous lui dites, il a les tremblements, ou il a des sueurs, il faut penser qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Voilà ce qu'il faut faire. Dans le cas de l'hyperglycémie, voilà ce qu'il faut faire. Et donc tout ça, quand on le donne aux patients, quand on donne ces conseils aux patients, eh ben, ils nous écoutent. C'est pour ça qu'il faudrait les accompagner. La prévention, le conseil alimentaire, parce que là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous aurez une autre présentation qui va être sur l'alimentation d'une manière générale et surtout pour le diabétique. Mais bon, privilégier les aliments à index glycémique bas, c'est important. Moi je leur donne une liste de produits à indice glycémique bas et je leur dis, même si c'est indice glycémique bas, par exemple si je prends les carottes, ils ont un indice glycémique bas lorsqu'ils sont crus, ils ont 20, mais s'ils sont cuits, ça devient 80. Donc il y a même la manière de manger le produit qui va donner justement la possibilité d'avoir un indice glycémique haut ou élevé. Alors surtout leur dire ne pas dépasser
3 repas par jour. Parce que, pourquoi justement ils ont eu ce diabète? C'est parce qu'ils ils mangent plusieurs fois par jour. Et c'est ça, parce que plus la personne met n'importe quel enfin, sauf par exemple l'eau ou alors des tisanes et tout, donc ça ne va pas toucher la synthèse de l'insuline. Par contre, tout produit qu'ils vont mettre, tout aliment pardon, qu'ils vont mettre pour manger, eh ben, ça va faire travailler le pancréas pour aller fabriquer de l'insuline. Mais plus on lui demande « je veux de l'insuline, je veux de l'insuline », ben, c'est comme s'il y a une personne qui vient à chaque fois, elle tape devant la porte, et ben, à un certain moment, et ben, c'est pour ça qu'il y a une diminution de la synthèse justement de l'insuline. Donc l'alimentation, d'une manière générale, voilà ce qu'il faudrait leur conseiller, voilà ce qu'il faudrait leur diminuer dans l'alimentation. Alors l'activité physique aussi, il faut aussi leur dire, parce que plus vous faites un petit peu d'activité physique, plus vous allez faire travailler les cellules pour donner de l'énergie, pour donner de l'ATP, et l'ATP pour qu'elle puisse se fabriquer, elle a besoin de glucose, donc vous allez diminuer votre glucose. Et de toute façon, ils vont comprendre ça. Donc, diminuer la gestion du stress. Moi, je conseille souvent le magnésium, et du bon magnésium. La respiration profonde, du yoga, pourquoi pas, et insister sur l'importance du sommeil régulier avec la mélatonine, ça peut aider justement. Alors, les coordinations de soins, malheureusement, on n'a pas toujours ça, mais on va essayer de l'avoir. Alors, les cas cliniques, c'est là où on va faire, c'est-à-dire pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit par professeur Amel et par ce que je viens de dire. Alors, vous avez une personne qui a 65 ans, qui est diabétique, ça fait 10 ans. Elle prend Diamicron. Et tous les matins, aujourd'hui, elle se plaint de tremblements, de sueur en fin de matinée. Qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Elle vous dit, comment on va lui donner un conseil? Elle est diabétique, hein, ça fait 10 ans. Eh bien, il faut d'abord savoir lui expliquer. Comment on va lui expliquer ses symptômes? Par l'action de Diamicron. Et puis, quels sont les conseils qu'on va lui donner? Ben, les sulfamides, comme elle l'a dit, ils sont hypoglycémiants. Par quel mécanisme? Parce qu'ils activent la synthèse de l'insuline. Donc, si cette activité de l'insuline va se faire d'une manière importante, eh ben, elle risque d'avoir justement ces symptômes qu'elle dit. Donc, et surtout, il faut lui dire, est-ce que dès que tu prends ton médicament, est-ce que tu manges tout de suite ou tu manges une heure après, c'est-à-dire que tu الصباح وتاكلو عاد تمشي توجد تنوض الصباح تاخذ الدواء وتتمشي توجد الماكله وتصلي وديك الشيء ساعه عاد تجي تاكل. Il faut lui poser cette question pour voir est-ce que l'insuline était fabriquée, mais elle n'a rien trouvé à faire. Donc, il y a un risque, il y a un risque pour les symptômes dont elle est venue se plaindre. Donc, il faut lui dire, prendre ton traitement juste avant le petit déjeuner. Et puis, si jamais tu as ce problème, il faut absolument avoir un peu de sucre avec toi. Moi, je conseille souvent le miel, pas le sucre blanc. Et ne jamais sauter de repas. Donc, voici les conseils pour quelqu'un qui prend ce médicament. Le cas clinique 2, un monsieur qui a 50 ans, il vient de commencer la metformine, le glucophage, il y a une semaine. Et il vient, il se plaint de ballonnement. Et il vous dit, j'ai eu des diarrhées, j'ai eu des nausées. Qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Parce qu'on sait comment agit justement le glucophage, la metformine. Elle agit à 3 niveaux. Elle vous l'a dit, 3 niveaux. Elle diminue la résistance à l'insuline pour que l'insuline puisse rentrer. Elle diminue l'absorption au niveau intestinal de glucose. Et puis, elle diminue la fabrication du glucose par le foie.
Donc à 3 niveaux. Et c'est pour ça qu'elle risque de donner ce ballonnement, ces nausées et ces diarrhées. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Il faut lui dire, ce sont des choses qui arrivent normalement, ne vous en faites pas, ça fait juste 1 semaine que vous avez commencé votre produit, il faut aller doucement. Si jamais il n'accepte pas, il faut absolument qu'il aille voir le médecin. Au lieu de lui donner 1 gramme, il va aller lui donner 500 mg. Et il va aller doucement, et c'est sûr qu'au bout de quelques temps, ces effets indésirables, ils vont partir. Pour moi, le meilleur médicament pour le diabète type 2, c'est la metformine. Donc on a expliqué la metformine, comment elle agit et quels sont les conseils qu'on va lui donner. Prendre la metformine c'est-à-dire au moment des repas, pour réduire les effets sur l'estomac, mais les symptômes, ils persistent, mais seulement ils vont partir avec le temps. 3e cas clinique. Monsieur T, 62 ans, commence un traitement par Forxiga. Et là, sur la notice, il va lire l'acidocétose. Il est inquiet. Il se dit, c'est quoi? Et il vient nous voir. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Parce que bon, le professeur Amel, il vous a expliqué comment agit Forxiga. Vous vous rappelez? Pardon? Oui, sur les reins. Parce que justement, on a une enzyme au niveau rénal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retient le glucose avec de l'eau et du sodium. Parce que l'eau et le sodium, sahbin. Si on retient l'eau, on va retenir le sodium. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que de toute façon, il a retenu taux de sodium et de l'eau qui augmente, d'accord? Par l'action. Et zid, cool. Pardon? Oui, mais il va l'éliminer. Il va voilà. Donc, il va y avoir une élimination. En ayant l'élimination, qu'est-ce qui va se passer? Oui, exactement. Non, le médicament, il aide à éliminer l'excès de sucre par les urines dans l'air. Donc, il entraîne un manque d'insuline. On aura une hypoinsulinémie. Cette hypoinsulinémie, c'est elle qui favorise l'acidocétose. Parce que s'il n'y a pas d'insuline, la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin d'énergie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser, pardon? Elle va utiliser les lipides. En utilisant les lipides, qu'est-ce qu'elle va donner? L'acide lactique. L'acide lactique est acide. Il va acidifier le sang. Donc il faut lui expliquer, il faut lui dire, oui, c'est des choses qui sont vraies. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est inscrit dans le prospectus. Mais ne vous en faites pas. Donc, pour le rassurer, ce risque, il n'est pas courant, il est faible, mais néanmoins, il existe. Il faut lui dire. Donc, néanmoins, il faut absolument surveiller les signaux d'alerte, c'est-à-dire quoi? Surtout les nausées, les douleurs abdominales et surtout l'haleine. Si vous avez ces problèmes-là, allez-y voir. Arrêtez le médicament, allez-y voir votre médecin. Mais en ayant ce médicament-là, il faut boire pour éviter la déshydratation parce qu'il y a l'élimination de l'eau et du sodium. Donc voilà, si le corps brûle trop de graisse, il fabrique les corps cétoniques qui sont acides, ça peut acidifier le sang, entraîner des déshydratation, des vomissements, des respirations et tout. Donc tout ça, c'est pour expliquer l'acidocétose. Alors, le cas clinique 4, c'est une dame qui a 55 ans, elle a débuté Victoza. Il y a 1 mois, et elle remarque un gonflement au niveau des jambes et des chevilles. Et elle vient nous voir pour nous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Elle vous a parlé justement tout à l'heure de Victoza. Ça agit sur quoi? Oui, le foie. Ah, d'accord. Oui, et alors? Pourquoi on aura cet effet indésirable? On aura des jambes
on aura des gonflements, donc ça va être des œdèmes, et au niveau des jambes et au niveau des chevilles. Il faut toujours expliquer l'effet indésirable. Alors, tout ça, on a les analogues de GLP-1, comme l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire à chaque fois qu'on mange, on a cette GLP-1 qui va donner un signal au pancréas pour qu'il fabrique l'insuline. L'insuline. Donc, il y a un ralentissement. Les analogues, ils donnent un ralentissement de la vidange gastrique. C'est quoi la vidange gastrique? La vidange gastrique, c'est le phénomène que prépare l'estomac pour passer tout ce qu'elle a reçu comme aliment pour aller vers le duodénum. Donc, ce passage-là, les analogues de GLP-1, ils le ralentissent. Pourquoi ils le ralentissent? C'est pour qu'on... Pardon? Vas-y, c'est pour qu'on puisse avoir le phénomène de satiété. Il y a ralenti. Et en même temps, l'hypoglycémie. Donc, elle va diminuer le glucose. L'hypoglycémie, pardon. Donc, elle agit à ce niveau-là. En agissant à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retenir de l'eau et du sodium. En les retenant, ils doivent aller quelque part. Ben voilà, ça donne des œdèmes. Alors, donc une fois qu'on comprend comment agit le médicament, on agit tout de suite, on arrive à trouver comment on a l'effet indésirable. Et c'est comme ça qu'on l'explique au patient pour lui dire, ce sont des choses qui sont là, mais ne vous en faites pas. C'est-à-dire, il faut le rassurer, ne vous en faites pas. Ce n'est pas pour toute personne qui prend ce médicament-là, va avoir ces effets indésirables. Voilà. Pardon? Oui, si c'est important, il faut l'arrêter, bien sûr. Alors, parmi les conseils qu'on va leur dire, il faut absolument soulever les pieds. Quand vous allez dormir, pour qu'il y ait toujours une circulation de retour qui va se passer bien. Donc ça, c'est important. Et puis, lui conseiller de marcher régulièrement, doucement, pas d'une manière brusque. Si les œdèmes persistent, il faut absolument arrêter et aller voir le médecin. Parce qu'il va changer la famille. 5, parce que j'ai mis 6 cas cliniques. Pour chaque famille thérapeutique, j'ai mis un cas pour que vous sachiez quels sont les effets indésirables et comment les gérer et comment conseiller le patient. Alors, c'est une dame qui a 58 ans, diabétique type 2. Elle vient à l'officine pour renouveler son traitement de Januvia. 100 mg qu'elle prend depuis 3 mois. Elle vous confie qu'elle ressent de la fatigue, des douleurs abdominales et qu'elle a récemment eu des maux de gorge persistants. Elle a pris des traitements et ça n'a pas marché. Elle se demande, est-ce que c'est vraiment lié au traitement qu'elle prend ou pas? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, Januvia intervient comment? Oui. Alors, comment vous allez lui conseiller ça? Parce que dès qu'on sait que le médicament, comment il agit, tout de suite, on va comprendre les complications. Alors, expliquez. Parce que l'hormone GLP-1, c'est elle qui envoie le message au pancréas pour qu'il fabrique l'insuline. Mais il y a une enzyme qui le dégrade. C'est la DPP4. Et bien, le Januvia, il bloque pour qu'il laisse le travail se faire. Mais elle bloque donc les hormones qui favorisent, j'ai mis l'insuline, c'est l'insuline, qui favorise la sécrétion d'insuline et diminue la production du glucose par le foie. Alors, il faut identifier
ces effets indésirables du januvia, c'est l'infection des voies respiratoires. Ça peut donner des céphalées, des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées et des rhinites. Parce qu'elle inhibe l'enzyme qui va dégrader justement l'hormone. Ce sont des effets indésirables. Il faut dire aux patients, ce sont des effets indésirables qui sont là, mais ils peuvent être... Non, et ça c'est les premiers effets secondaires, c'est dont j'ai parlé, c'est-à-dire les voies respiratoires, les céphalées, les douleurs abdominales, ça arrive souvent. Mais il y a des effets indésirables qui sont rares, mais qui sont très méchants. C'est le pancréatite aiguë, l'hypoglycémie, l'allergie et des problèmes rénaux par januvia. Donc si maintenant la personne, elle a beaucoup, à chaque fois, elle se plaint des voies respiratoires, elle a des problèmes, il faut lui dire, allez-y voir votre médecin pour changer la famille. Alors, la dernière, alors donner des conseils, c'est ce que j'ai parlé, donc à chaque fois qu'il y a une fatigue, et ça veut dire qu'il y a un problème d'hypoglycémie, mais qu'il faut vérifier, et on a montré comment il faut vérifier la glycémie. Si la fatigue persiste, allez voir le médecin. Les douleurs abdominales aussi. Il faut aussi lui dire comment prendre le januvia. Mais ça, c'est d'une manière générale, il faut toujours expliquer. Alors, les douleurs intenses, c'est là où il faut absolument aller voir le médecin pour changer la famille. Et puis, pour conclure, il faut lui dire, si vous avez encore ces problèmes, revenez nous voir. Donc la personne, elle est rassurée avec les conseils clairs et le sentiment d'être bien accompagnée. Et bien, donc le suivi sera proposé lors de son prochain passage à l'officine, si jamais elle refait la même chose. Dernier, le cas clinique numéro 6, c'est justement le médicament numéro 1 dont elle avait parlé. C'est la carbose. En ce moment, le glucose, il est en rupture de stock. Alors, quand on prend un aliment, évidemment, il passe par des étapes. Première étape, c'est une enzyme qui va justement le dégrader pour faciliter l'absorption. Et bien, le glucose, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à ce niveau-là pour justement ne pas laisser cette enzyme travailler. S'il ne laisse pas cette enzyme travailler, qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser le glucose au niveau digestif. Si le glucose est là, il va faire une fermentation. Et donc, il va y avoir le ballonnement dont la personne elle va se plaindre. Elle prend la carbose, ça fait déjà depuis 2 semaines, il vient à l'officine se plaindre de ballonnement, de flatulence, de diarrhée, et il demande si c'est normal ou alors il doit arrêter son traitement. On lui a expliqué pourquoi il y a ce traitement, comment il agit, et là, on va lui dire, ne vous en faites pas, prenez ce médicament juste avant le repas, et la prochaine fois, c'est-à-dire votre organisme, il va s'adapter. C'est un bon médicament, mais seulement en ce moment, il est en rupture de stock. Alors, identifier les symptômes, depuis combien de temps vous avez ça, donc tout ça, s'il nous répond, on va lui donner des bons conseils. Expliquer les effets secondaires, donc je viens d'expliquer comment ça marche. Conseil pour améliorer la tolérance, prise de médicaments, prenez la carbose au début du repas avec la première bouchée. Cela permet aux médicaments d'agir au bon moment. L'alimentation, eh ben, il faut lui dire, il ne faut pas prendre beaucoup d'alimentations qui sont riches en glucose, donc, et puis ne pas prendre de pâtisserie, pas de soda, et augmenter, car tout ça, ça augmente la fermentation intestinale. Mais c'est un traitement qui est très efficace. Alors, les signaux d'alerte, si les diarrhées deviennent très importantes ou si vous ressentez des douleurs abdominales sévères, consultez votre médecin. Conclusion, le monsieur repart rassuré avec des conseils pratiques pour améliorer sa tolérance au traitement et une proposition de suivi à la pharmacie. Bien vivre avec mon diabète. Merci pour votre attention.